Bonjour et merci de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. Je vais passer la prochaine demi-heure à vous parler de stratégie nutritionnelle pour les vaches en transition. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis environ 20 ans et c'est une partie importante de s'assurer de bien faire notre régie d'entreprise parce que ça détermine la réussite ou l'échec de la production et on va essayer d'optimiser notre réussite grâce à la nutrition. Aujourd'hui, c'est vraiment la nutrition, notre orientation. Il faut réfléchir à ce qu'est le succès que l'on veut obtenir, nos objectifs à la ferme. Et en parlant aux producteurs, ils définissent le succès en transition comme étant la vache qui va être en santé, elle va produire une grande quantité de lait avec de bons composants, et quand le temps va être approprié, on va pouvoir la saillir. Et cette vache, si tout cela se produit, eh bien, la ferme laitière va être rentable et durable. Donc, une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est quels sont nos défis. Et il y a plusieurs défis et historiquement, on s'est concentré sur la santé clinique. Mais avec les améliorations nutritionnelles et dans les pratiques de régie, on peut se concentrer sur les problèmes subcliniques. Donc, l'équilibre en énergie est toujours une préoccupation, mais maintenant, on peut se concentrer sur essayer d'éviter l'acétonémie subclinique. On a fait un bon travail à réduire la quantité d'hypocalcémie subclinique à la ferme, mais maintenant, on a un défi avec les vaches, surtout les vaches plus vieilles, qui ont moins de calcium sanguin, qui vont avoir des problèmes de production à lactation. Et un qui ne nous vient pas à l'esprit souvent, mais qui est très important, surtout lorsqu'on utilise des régimes à faible énergie ou énergie contrôlée, c'est l'acidose ruminale subaiguë et ça va affecter la santé ruminale de la vache. Maintenant, nous pouvons minimiser certains de ces problèmes avec le bon régime alimentaire. Et si nous formulons la meilleure ration possible, on va réussir à la ferme. Et on ne réussit pas toujours, par contre, mais c'est parce que nos pratiques de régie peuvent être suboptimales. Dans cette photo, et on voit ça souvent aux États-Unis, où nos vaches en transition aux vaches hors lactation, il faut s'assurer d'avoir des pratiques de régie qui permettent l'accès à une alimentation de qualité quand la vache veut en manger, tout en minimisant les stress sociaux et les interactions qui viennent avec, de même que mettre en place des stratégies de contrôle de la chaleur et d'autres stratégies environnementales pour diminuer les facteurs de stress. Et si on fait tout ça, on va faire la promotion d'un bon confort de la vache et le bien-être de la vache. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous mettons en place une stratégie nutritionnelle comme on le fait. Et ça dépend de la stratégie de gestion du producteur. Des fois, c'est la disponibilité et la qualité des aliments. À New York et aux États-Unis, c'est difficile d'obtenir des pailles de blé pour les vaches en transition et ça dicte ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Et celui que je vois le plus souvent et qui détermine comment on soigne nos vaches, ce sont les installations disponibles. Et à cause de ça, ça va déterminer quelles seront les stratégies de groupage. Maintenant, si je peux concevoir une installation du début, on va en construire une qui accommode 4 groupes pendant la période de transition. Pour moi, j'étends la période de transition pendant toute la période sèche, de même que la période prépartum et postpartum. Donc, pendant une période sèche de 50 à 60 jours en lait, on va avoir un groupe de début tarissement, prépartum, postpartum et début de lactation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir avec d'autres combinaisons. J'ai vu des systèmes à 3 groupes qui fonctionnent bien. Ça peut être 2 groupes pendant la période sèche et ensuite en début de lactation ou un régime de forte production ou un groupe qui est constitué avant le vêlage et ensuite après. On peut avoir une réussite de transition quand vous êtes des établissements limités ou quand votre programme de régie vous indique que vous devriez avoir un groupe pré-vêlage et post-vêlage. Mais il peut y avoir des défis ou des compromis à faire. Mais parmi tous ces groupes, je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut préparer des rations en contexte l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas de régime magique qui fonctionne tout le temps. Mais il y a des principes de base et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, avant de se préoccuper des détails de la ration, ce qui compte, c'est comment déterminer combien les vaches mangent dans les fêtes. Ça paraît simple, mais je vous invite à réfléchir à combien de vos productrices sur votre ferme pouvez-vous
obtenir de bons chiffres de consommation. On peut toujours avoir un chiffre, mais est-ce le bon chiffre? C'est peut-être pas seulement combien la vache mange, mais quand veut-elle manger? Si vous regardez la photo, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace au niveau de la mangeoire, mais le plus gros est vide du point de vue de la vache. Maintenant, lorsque l'on réfléchit à la consommation pendant la période de transition, il y a des facteurs clés à retenir. Pendant la période sèche, les périodes prépartum, on veut optimiser la consommation et maintenir ça pendant toute la période sèche. Et là, on va voir une diminution de consommation près du vêlage, surtout dans la dernière semaine. On s'attend à ce que la consommation soit faible, mais après le vêlage, la consommation devrait augmenter rapidement pendant la période de vêlage jusqu'à la période de production pour atteindre nos objectifs de transition. Maintenant, un sujet qui est une occasion, c'est comment on gère la vache au vêlage. A-t-elle accès à de la nourriture, à de l'eau? Il y a plusieurs situations où les vaches sont séparées de l'enclos, où elles ont accès à ces ressources et elles n'ont pas accès pendant un certain temps avant d'arriver à un enclos de vaches vêlées. Et ce que l'on voit souvent dans notre troupeau, c'est que les vaches qui ne mangent pas en l'intérieur de 3 heures de vêlée vont avoir des problèmes métaboliques. Et donc, c'est une occasion à saisir sur plusieurs fermes. À cause de l'importance de la période fraîche, plusieurs fermes ont des enclos frais. Et ça inclut les avantages, ça diminue le stress social lorsque le nombre de vaches est approprié. Dans les situations de groupe, la vache a la possibilité, ça donne une possibilité de faire un examen physique de la vache sans avoir un gros groupe d'animaux, surtout des vaches qui ne sont pas d'intérêt, qui sont aussi enfermées. Donc, les fermes qui ont un enclos frais peuvent augmenter la fréquence de traite et il y a des avantages de pouvoir le faire pendant toute la lactation. Et de mon point de vue aujourd'hui, un des points les plus importants d'utiliser un enclos de vache fraîche, c'est de fournir une ration adaptée à la vache fraîche vêlée. Une ration fraîche, quand on pense aux vaches productrices, il y aura moins d'amidon et davantage de fibres. Il y aura davantage de fibres efficaces pour que les vaches ruminent davantage. Et habituellement, ça va se poursuivre et ça pourrait contenir jusqu'à 1 kg de foin ou de paille hachée pour augmenter la rumination. Il y aura aussi de la protéine non dégradable pour fournir les acides aminés requis pour soutenir la production et la reproduction. Il y aura aussi des ingrédients qui favorisent l'activité ruminale et il y aura un ajout stratégique d'additifs alimentaires ou de nutriments particuliers qui vont soutenir cette croissance. Une des choses que je vois qui cause problème, c'est la durée dans l'enclos des vaches fraîches. La réponse traditionnelle, c'est de 1 à 2 semaines, mais ça peut varier selon les vaches de 10 à 42 jours en lait. Mais je crois que la réponse aujourd'hui, du moins de mon point de vue, c'est que ça va dépendre de la situation à la ferme. Ça va varier d'une ferme à l'autre et même à l'intérieur d'une ferme. Certaines vaches ont besoin de demeurer dans cet enclos hôpital plus longtemps que leurs congénères. Et une des choses que je vois, et les producteurs le font très bien, de réduire la quantité de problèmes de santé clinique que leurs vaches ont, c'est que c'est durer plus longtemps dans l'enclos de vaches fraîches diminue le nombre de vaches malades. Ici, on voit des données de l'Université Michigan State où ils soignent pendant 28 jours après le vêlage, ration appropriée, et après 30 jours, il y a un plateau de consommation. Mais pourtant, c'est la période où on voudrait que les vaches consomment davantage. Lorsqu'elles passent à un régime avec plus fermentescible et moins de fibres, sa consommation a augmenté. Donc, le message à retenir, c'est qu'essentiellement, nous pouvons limiter nos vaches et nuire à leur performance. J'ai fait cette erreur à Minor et essentiellement, ce qu'on a observé, c'est que la consommation n'augmentait pas autant que prévu. Et les rations ont changé à cause de la qualité des fourrages et la consommation ne suivait pas la production laitière. Donc, une des façons de déterminer avec vos fermes ou chez vous
si les vaches sont dans l'enclos frais trop longtemps, c'est si vous voyez une acétonémie primaire. Et vous pouvez l'évaluer en regardant les bandelettes d'acétonémie ou avec des analyses sanguines. Mais en regardant la zone ciblée où on essaie d'éviter ou de prévenir les troubles métaboliques et où on le fait peut-être à 5, 10, 12 jours en lait, en fait, on va regarder plus tard, juste avant de déplacer les vaches de l'enclos des vaches fraîches pour voir si l'acétonémie se poursuit. Ce qu'il y a de bien quand vous essayez de surveiller cette acétonémie primaire, c'est qu'elle répond bien quand vous mettez en place un régime plus fermenticible qui donne davantage d'énergie à la vache. Maintenant, je vais passer quelques minutes à vous parler des glucides, les hydrates de carbone. Et une des raisons pour lesquelles on passe tant de temps à se concentrer sur les glucides, c'est que ça fournit la majorité de l'énergie à la vache. Historiquement, à travers les années 80-90 et au début des années 2000, on s'est concentré à fournir à nos vaches fraîches vêlées, prêtes à vêler, beaucoup de glucides sous forme de grains. Et dans les années 2000, on a commencé à comprendre que peut-être que ce n'était pas la meilleure stratégie. Et donc, on a commencé à mettre en place des régimes plus riches en fourrage et des régimes qui contrôlent la quantité d'énergie. Donc, notre objectif près du vêlage, c'est qu'on veut atteindre, mais pas dépasser les besoins énergétiques. Et une des choses que l'on sait, c'est qu'une surconsommation prolongée d'énergie pendant la période de tarissement, que ce soit pré-vêlage ou près du vêlage, ça peut donner une mauvaise transition. Ce que l'on observe, ce sont des vaches qui accumulent du gras à l'interne, peu importe qu'elles soient dans le bon état de chair, mais elle va réagir comme une vache grasse, même si son état de chair est bon. Donc, lorsque nous avons cette accumulation de gras, ce qui se produit, c'est qu'elle va réagir métaboliquement comme si elle était une vache obèse. Et elle va avoir davantage de mobilisation du gras après le vêlage, davantage d'accumulation de ce gras mobilisé dans le foie, et ça va provoquer des effets négatifs au niveau métabolique et au niveau de la santé. Et ça va rendre plus difficile pour elle d'avoir une réussite dans sa transition. Maintenant, certains des problèmes fréquents dans les régimes à énergie contrôlée, c'est que la formulation souvent est bonne en termes de cible, et ceci montre des photos d'entreprises de fermes où il y a eu des problèmes dans l'incorporation du foin et de la paille pour diluer l'énergie pour que les vaches mangent à leur maximum. Donc, si ça n'a pas été bien incorporé, la conclusion, c'est qu'il faut bien traiter le foin et la paille et utiliser des outils comme le Penn State Separator pour améliorer la répartition de taille de particules. Et voici nos cibles à l'Institut Miner pour la paille et le foin. Maintenant, quand je pense à glucides dans le régime de vaches fraîches vêlées, je veux augmenter l'activité ruminale et augmenter la consommation. Donc, je vais avoir un mélange de glucides et en particulier, il n'y a pas d'exigence d'amidon ou de sucre, mais on a constaté par l'expérience qu'il y a certains mélanges ou combinaisons qui fonctionnent mieux que d'autres. Et j'en ai partagé quelques-unes à l'écran. Mais il faut les ajuster, basés sur nos objectifs pour la fermentabilité totale de la ration. Une chose qu'il faut dépasser, c'est regarder au-delà des valeurs nutritionnelles. Il faut comprendre la digestion et mesurer la digestion, surtout au niveau de l'amidon et des fibres. Ici, je vous montre un graphique. Ma philosophie au niveau des glucides, c'est qu'il faut formuler la fraction d'hydrate de carbone basée sur l'état physiologique de la vache. Si on le fait, ça va fournir une transition uniforme de la période de tarissement jusqu'à la période de production. C'est basé sur le même graphique de consommation que j'ai montré plus tôt en blanc. Et si on se concentre sur des lignes pointillées, vous allez constater que lorsqu'on passe à travers la période de transition, la teneur NDF de l'alimentation augmente, tandis que l'amidon augmente. Nos vaches ne mangent pas des pourcentages, donc il faut aussi regarder la quantité de kilogrammes consommés par les vaches. Et une des choses que l'on fait quand on formule des rations, c'est de s'assurer que vous allez maximiser le remplissage du rumen. Donc, la consommation de NDF en kilogrammes est assez constante dans la période de transition. Maintenant, vous allez peut-être voir une légère augmentation de consommation d'NDF parce qu'on transitionne vers des fourrages plus digestibles, par exemple de l'ensilage de maïs PMR. En contraste, la teneur en amidon ou sa consommation augmente rapidement pendant la période post-vêlage et de haute production. Il y a un débat
pas dans la communauté scientifique comment appliquer ces concepts. Mais le message devrait être qu'on continue de raffiner la concentration optimale des hydrates de carbone fermentescible. La raison pour laquelle on veut le faire, c'est qu'on veut minimiser le risque d'acidose subclinique. Et quand vous avez des régimes de vaches taries, la transition vers la ration de production peut être difficile. Et pour ces gens qui utilisent des situations de groupe au niveau du logement des animaux, quand vous déplacez des animaux d'un groupe à l'autre, ils ne vont pas nécessairement tout de suite à la mangeoire pour consommer. Ils vont avoir des interactions avec leurs congénères pour voir où ils se trouvent en termes de dominance. Et on espère que par la suite, elles vont avoir un repas. Donc, les taures vont être plus sujettes à l'acidose clinique. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça va avoir un effet sur la santé des vaches en termes d'activité ruminale. Donc, elles vont être moins efficaces à absorber les acides gras volatiles qui leur donnent de l'énergie. Et ça va aussi diminuer la digestibilité des fibres à travers des changements dans la population microbienne du rumen. Et ensuite, si la durée est assez longue, ça va avoir un effet négatif sur la fonction immunitaire et va provoquer de l'inflammation. Maintenant, de l'inflammation, chez une vache fraîche vêlée, vous pensez peut-être que c'est bon. Vous voulez qu'il y ait une réaction immunitaire pour résoudre certains des problèmes ruminaux et utérins à post-vêlage. Mais une des choses que l'on veut éviter, c'est d'avoir de l'inflammation qui se poursuit pendant une période prolongée et qui devienne chronique. Et quand ça se produit en rouge ici, ces vaches vont être à plus haut risque d'avoir un équilibre nutritionnel négatif, ce qui ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs de transition. Ces animaux vont avoir un risque plus élevé de maladies métaboliques et plus de difficultés à redevenir gestantes. Donc, quand je pense à ces risques, voici ce que je veux faire. Ça va nous ramener à peaufiner notre équilibre de glucides basé sur un régime en début de lactation. Donc, on va utiliser l'exemple des 4 groupes, mais essentiellement, ça s'applique que vous ayez 4, 3, 2 ou un seul groupe. Dans le sens que, essentiellement, nous voulons nous assurer que la transition se fasse de façon uniforme. Donc, si j'ai un régime post-vêlage qui est riche en fourrage faible, je vais faire une transition uniforme. Mais si je suis plus agressif à soigner des glucides fermentescibles pendant la période post-vêlage, peut-être 17 à 20 % d'amidon dans la période pré-vêlage, je peux faire une transition vers un régime de groupe à production élevée avec moins de préoccupations, surtout si je tiens compte de la fraction facilement assimilable de cette fraction. Et c'est les glucides fermentescibles totaux. Et si on a amélioré dans le modèle de nutrition auquel on a accès, nous allons pouvoir nous concentrer davantage sur la fermentescibilité de la ration et moins sur les composantes individuelles. Ensuite, je veux vous parler des occasions que je constate et que l'on peut mettre en place dans nos programmes nutritionnels avec les vaches en transition, et la protéine métabolisable et les acides aminés en font partie. Maintenant, vous connaissez peut-être le bilan énergétique négatif pour les vaches fraîches vêlées. Mais là, je vous montre un équilibre protéique négatif. Nos vaches vont avoir un bilan protéique négatif pour soutenir les besoins métaboliques pour produire du lait pendant cette période critique. Et ce bilan protéique négatif peut se produire pendant les premières semaines de lactation ou pendant plus longtemps, dépendamment de comment on les soigne. Maintenant, comment savez-vous que ça se produit sur votre ferme? Avec le bilan énergétique, on regarde l'état de chair ou les changements d'état de chair. Pour la remobilisation de la protéine, surtout la protéine labile, qui s'accumule dans les muscles squelettiques, on peut regarder les vaches quand on vérifie pour les vaches fraîches. Et vous allez voir des creux dans les hanches. Et ça, c'est des protéines mobilisées pour soutenir ses besoins en glucose. Et ça peut se produire dans les 3 à 6 premières semaines de lactation et ça peut varier de 20 à 25 kg de poids. Pensez-y, c'est énormément de mobilisation de chair, simplement de sources protéiques. Et sur une base quotidienne, ça peut être plus qu'1 kg par jour. Maintenant, que faire?
Eh bien, notre objectif est de s'assurer que la vache ne mobilise pas de protéines avant le vêlage. Et on va le faire en lui donnant suffisamment de protéines métabolisables. Nous savons que quand la vache mobilise de la protéine avant le vêlage, il y a moins de protéines disponibles pour la mobilisation après le vêlage. Et à cause de ça, ça augmente le risque d'acétonémie. Donc, si on peut changer cette mobilisation de protéines jusqu'après le vêlage, son risque d'acétonémie diminue. Donc, pendant la période de tarissement, je recommande que les vaches tarissent aient la bonne quantité de protéines. Historiquement, on a regardé la protéine brute. Avec des avancements de modélisation, maintenant, on se concentre sur la protéine métabolisable et pour notre troupeau Holstein moyen, ça peut varier de 1000 à 1300 grammes par jour. Mais parce que nous avons de grosses différences dans le poids corporel de nos animaux, pour moi, il serait mieux de parler de protéines dans le sens de environ une densité de 85 à 100 grammes de protéines métabolisables par kilogramme de matière sèche par jour. Là où il faut modifier ces recommandations, pensez aux troupeaux que vous avez avec des vaches maigres. Et ces vaches vont avoir moins d'état de chair à mobiliser pendant la période de lactation. Et de mon point de vue, c'est peut être bon, mais elles n'ont peut-être pas les réserves de protéines davantage que ce sur quoi on se concentre de façon traditionnelle. Donc, ce sont peut-être des situations où davantage de protéines mobilisables pourraient être bénéfiques. Et de plus, si vous avez des situations où vous n'êtes pas en mesure de minimiser toute la régie et les stress environnementaux de ces vaches, la réaction immunitaire, l'inflammation coûte énormément cher d'un point de vue énergétique, de même que d'un point de vue protéines ou acides aminés. Donc, dans des situations où les vaches sont exposées à davantage de stress, il y a peut-être une occasion de pouvoir utiliser davantage de protéines métabolisables et d'acides aminés pour soutenir ces défis. D'un point de vue vache fraîchement vêlée, encore une fois, c'est le même message. On veut faire la promotion de la consommation. En même temps, nous allons fournir assez de protéines digestibles dans le rumen et assez de glucides pour s'assurer d'optimiser la synthèse de protéines ruminales. Tous les aliments disponibles, la protéine microbienne est la meilleure appareillée à la vache parce qu'elle correspond à ses besoins en acides aminés pour la production laitière. Pour faire un complément à cette protéine de source microbienne, on va utiliser une protéine non dégradable dans le rumen, comme du tourteau de soya, du tourteau de canola traité. Il y a plusieurs produits protéiniques disponibles. Et dans certaines situations, l'utilisation d'acides aminés protégés dans le rumen peut être justifiée. Maintenant, l'équilibre d'acides aminés a été utilisé dans nos vaches en lactation et c'est une stratégie très efficace et ça peut aussi être utilisé pendant la période de tarissement. Et les vaches vont probablement être limitées dans l'isine et méthionine. Et surtout pendant la période de transition, la glutamine, par exemple, pourrait être un acide aminé qui peut être limitant de façon conditionnelle. Donc, il y a beaucoup de littérature qui appuie des suppléments de lysine ou de méthionine, soit pendant la période de transition. Et quand on le fait, on peut augmenter le rendement en lait, les composants du lait, et potentiellement avoir un avantage au niveau de la fonction immunitaire. Mais une des choses qu'on ne voit pas, et il faut essayer de comprendre pourquoi, les réponses dépendent souvent de la quantité de protéines brutes. Donc, si vous soignez trop de protéines, supplémenter avec des acides aminés ne sera pas avantageux. Mais pour ceux qui réduisent ou essaient de mieux suivre les besoins de l'animal tout en minimisant les coûts alimentaires et tout en respectant l'environnement, c'est une stratégie utile. Et donc, quand on regarde le supplément pour les vaches en lactation, au niveau des vaches en transition plutôt, on vise 75 grammes de lysine par jour à 25 grammes de méthionine pour une réponse en production laitière. Maintenant, on a passé un peu de temps à parler de glucides ou d'hydrates de carbone qui fournissent de l'énergie à l'animal. Une autre source d'énergie pour l'animal, c'est la matière grasse. Il faut penser au-delà du gras comme étant de l'énergie. Le gras, on ne passe pas beaucoup de temps à en parler, mais c'est une occasion pour les vaches fraîchement vêlées. Ça ne prend que 2 à 3 du régime de vache tarie et de 4 à 6 postpartum, mais ça peut avoir énormément d'impact parce que les aliments gras jouent un rôle biologique. Et on apprend que faire un supplément de gras avec certains acides gras en particulier vont avoir un impact
sur la performance reproductive de la vache, surtout quand vous utilisez des acides gras oméga 3 ou 6. Ça va modifier la fonction immunitaire et ça va aussi affecter la composition du lait. Donc, c'est un sujet où on va voir beaucoup de recherches pour pouvoir en profiter d'ici les prochaines années. Maintenant, je veux me concentrer sur les minéraux. Les minéraux jouent un rôle important dans les processus métaboliques. Et donc, quand nous pensons à la vache en transition, un problème qui vient à l'esprit pour la plupart des producteurs, c'est l'hypocalcémie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on a diminué la quantité d'hypocalcémie clinique à la ferme, mais il y a quand même un problème avec l'hypocalcémie subclinique. Une des choses qu'il faudrait faire dans la ration, c'est analyser les minéraux dans le sang et ça nous donne une meilleure compréhension du profil de minéraux de fourrage en particulier. Et de plus, nous voulons utiliser des rations pendant la période de tarissement qui sont faibles en potassium. Et ensuite, au besoin, suppléer avec des sels ou d'autres produits pour diminuer la différence cationique. Les niveaux cibles pour les DACA varient de moins 10 à moins 15 milléquivalents par 100 grammes. Et les gens réussissent bien à cibler cette zone. Mais certaines fermes ont des problèmes avec la consommation. Ou peut-être qu'il y a des produits qui peuvent être coûteux simplement au niveau de la coût de la ration. Donc, certaines fermes vont utiliser une supplémentation partielle. Ça peut fonctionner si vous avez un jeune troupeau, mais si vous avez beaucoup de vaches matures plus vieilles, ces vaches matures ne reçoivent pas tout l'avantage dont elles ont besoin de cette stratégie de supplément partiel. De même que l'utilisation des DACA, une des choses que l'on veut faire, c'est pour réduire le risque d'hypocalcémie, c'est augmenter la consommation avant le vêlage et encourager ou limiter la consommation avant le vêlage et l'augmenter après. Et parmi les produits disponibles, il y a des traitements en prophylaxie que l'on peut utiliser avec du calcium oral. Et ça va cibler davantage les vaches à risque, les plus vieilles, celles qui ont de la boiterie ou les meilleures productrices d'une lactation précédente. On ne peut pas uniformiser le traitement, mais dans certaines situations, ça peut être une stratégie efficace. Maintenant, un des organes essentiels qu'il faut prendre en tête pendant la période de transition, c'est le foie. Le foie est important parce qu'il est impliqué dans beaucoup de métabolismes pour soutenir la lactation. Quand la vache vêle, il y a une orchestration d'événements qui se produit. Donc, quand la vache mobilise son état de chair, le gras, ça va aller dans le sang. Il y aura beaucoup d'acides gras non estérifiés et une partie va aller dans le foie. Et si le foie n'est pas préparé à le recevoir, ça va s'accumuler et on aura des effets néfastes sur la capacité de la vache à fabriquer du glucose, à être capable de traiter l'azote supplémentaire qu'elle doit détoxifier. Et si elle a de la mamite, elle aura davantage de difficultés à éliminer ces bactéries de ces rayons à cause du gras dans le foie. Donc, heureusement, on a un nutriment qui aide le foie et c'est la choline. La choline est un donateur de groupe méthyle qui est produit de la phosphocétylcholine, de l'acétylcholine, et on a des sources protégées dans le rumen qui peuvent être utilisées avant et après le vêlage. Et ça a été montré dans plusieurs études de diminuer la teneur en gras dans le foie. La choline est souvent appelée une pseudo-vitamine B, mais il faut se concentrer aussi sur les vitamines B. Elles ont un rôle dans le métabolisme de l'énergie. Plusieurs des choses que j'ai mentionnées plus tôt. Une des choses que l'on veut faire, et lorsqu'on regarde la littérature, quand on soigne des vitamines B, surtout sous une forme protégée dans le rumen, les vitamines B sont fabriquées dans le rumen, mais probablement pas en assez grande quantité et peuvent être dégradées dans le rumen également. Donc, quand vous fournissez ces vitamines B de façon protégée, de même que les vitamines solubles dans le gras, nous avons vu des avantages sur la consommation et la performance de la vache et aussi la santé et, encore plus important, une augmentation dans le
succès reproducteur. Et donc, tout ça contribue à arriver à une réussite dans la période de transition. Maintenant, il y a plusieurs d'entre nous dans la salle qui voulons trouver cette vache idéale et on veut aider les producteurs chez nous à réussir au niveau de la transition. Et ce que j'ai vu avec le temps, c'est qu'il y a plusieurs approches qui peuvent fonctionner. Il y en a aussi qui peuvent échouer quand on ne les applique pas correctement. Mais nous pouvons arriver à une réussite de la transition et du point de vue de l'industrie. C'est une bonne nouvelle que nous ayons autant d'options nous permettant de réussir la période de transition. Mais il y a des thèmes récurrents sur lesquels on veut se concentrer quand nous cherchons à obtenir de la réussite dans la période de transition. Surtout, nous voulons avoir une stratégie nutritionnelle intégrée pour soutenir le métabolisme de l'énergie, des protéines et des minéraux, la fonction ruminale et la fonction immunitaire. Et en même temps, nous nous concentrons sur la ration. Mais il faut penser à la régie qui, essentiellement, contribue à réduire le stress et à minimiser la tour de stress qui se produit pour éviter que les blocs tombent et rendent plus difficile de réussir la période de transition. Je veux aussi m'assurer que quand on se concentre sur les vaches taries, qu'on essaie de maintenir la consommation de matière sèche avant le vêlage. Et pour ce faire, nous pouvons optimiser la consommation avant le vêlage. On ne veut pas suralimenter en énergie pour satisfaire les besoins et fournir la bonne quantité de minéraux et de vitamines. Une fois le vêlage, on veut faire une promotion d'une augmentation de la consommation et minimiser la durée du bilan nutritif négatif, pas seulement au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau de la protéine métabolisable et du calcium. Si on fait tout ça, on pourra optimiser la fermentation ruminale et réduire les problèmes hépatiques, améliorer les fonctions immunitaires et avec l'utilisation ciblée alimentaire. Donc, merci pour votre attention. Il me fera plaisir de répondre à vos questions.